Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui de m'entretenir avec Éric Badonnel dans le cadre de la programmation du temps pour la mémoire de la ville du Kremlin-Bicêtre autour de votre deuxième livre, Éric, Le courage des miens, qui vient tout juste de paraître hier, jeudi 6 mai, en librairie aux éditions du Bord de l'Eau. Pour commencer, pour vous présenter très brièvement, vous êtes né dans les Vosges et vous êtes resté très enraciné, très attaché à votre région, même si vous êtes venu à Paris pour poursuivre une carrière qui a pas grand-chose à voir au départ avec votre métier d'écrivain, mais qui est une carrière de spécialiste des politiques de santé et de la protection sociale. Vous avez travaillé dans des ministères et aujourd'hui vous dirigez un grand organisme dans ce domaine-là, ce qui ne vous prédestinait pas forcément à écrire des récits, plutôt des discours et peut-être des notes stratégiques avant d'en arriver à un premier livre qui est paru en 2019, toujours aux éditions du Bord de l'Eau et qui s'appelle « Alors que la mémoire s'efface ». Ce premier livre était un récit autour de votre maman et de sa mémoire qui s'effaçait puisqu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer, mais on y reviendra peut-être. Et ce qui vous a amené à écrire donc ce second livre, Le courage des miens, qui est un livre qui raconte maintenant les hommes de votre famille, donc une lignée des générations d'hommes, de votre arrière-arrière-grand-père Adrien jusqu'à votre père André, et qui s'attache cette fois-ci peut-être à parler plus d'identité et de la manière dont comme ça on est ce qu'on est par rapport à toute une génération d'hommes avant nous. C'est un très beau livre, c'est un livre qui est extrêmement intime et en même temps très érudit, c'est un livre qui est très émouvant et en même temps passionnant, qui parle à la fois de toutes petites choses de l'histoire et de la grande histoire avec un grand H, et qui décrit aussi la France de cette époque et toute une page de l'histoire du XXe siècle. Alors peut-être pour démarrer, ma première question, ça serait que vous nous disiez un petit peu plus sur ce premier livre sur votre maman et pourquoi ces deux livres finalement s'enchaînent et comment ils se répondent. Bien, merci pour ces propos gentils d'accueil et merci à la ville du Kremlin-Bicêtre de nous avoir permis de nous rencontrer aujourd'hui. Alors le Kremlin-Bicêtre, c'est une ville qui sait ce que c'est que la mémoire et l'histoire, hein, parce que le château de Bicêtre, le repère également des grognards de la campagne de Russie au sergent du Kremlin, voilà. Mais aussi l'histoire du XXe siècle, dont il est question dans le deuxième livre, avec le dernier des poilus, Lazare Ponticelli, et puis un grand résistant également, André Lamarre, l'un des fusillés du Mont Valérien. Et donc on sait ici ce que signifie le devoir de mémoire, et je trouve du coup particulièrement émouvant de pouvoir participer à cette manifestation avec vous. Alors il y a la mémoire politique et puis il y a la mémoire individuelle. Le premier livre parlait davantage de mémoire individuelle. J'avais essayé de relater l'histoire de ma mère et des siens en me fondant sur les souvenirs que je conservais de ce qu'elle m'avait raconté de sa vie et de la leur. Au moment où, atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle entrait dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en unité de vie protégée. Moi, l'expert des politiques de santé, je me retrouvais dans la situation d'un aidant naturel avec toutes les connaissances théoriques, économiques, juridiques, de probabilité que je pouvais avoir professionnellement, mais avec les émotions de n'importe quel fils qui accompagne sa mère dans ces moments particulièrement difficiles. Et je m'étais dit qu'il pouvait être intéressant de raconter cette histoire, cette expérience singulière et éprouvante, celle de devoir, entre guillemets, placer sa mère dans un établissement. Mais au-delà de la description de la maladie et de la description de cette épreuve familiale, ce que je trouvais intéressant, c'était de s'interroger sur notre capacité à nous transmettre des choses au sein d'une famille, à transmettre une mémoire, à reconstituer la mémoire d'une famille sur plusieurs générations. Et c'était la matière même de ce livre, donc, qui portait moins sur la maladie que sur la vie,
et la transmission d'émotions, peut-être d'enseignement d'une génération à l'autre. Voilà. Donc ce premier livre, finalement, il faisait un peu la transition entre mon monde professionnel et peut-être le monde de l'écriture. Le deuxième livre, lui, est dans une logique un peu différente. Effectivement, le matériau n'est plus le souvenir, ou plus seulement le souvenir, mais il s'agit de documents historiques. Des carnets de guerre de mon arrière-arrière-grand-père qui a fait la campagne de Tunisie en 1881, des correspondances, des photographies, des documents administratifs et militaires, des discours, de mon arrière-grand-père qui, lui, a fait la plupart des grands champs de bataille de la guerre 14-18 et qui a été gazé à Verdun en 1916. Des documents aussi de mon grand-père qui n'aurait pas dû être mêlé à la Deuxième Guerre mondiale parce qu'à la suite d'un accident du travail, il avait perdu un œil et donc il était exempté de service militaire. Mais s'il avait écouté Radio Londres, il a été emprisonné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ensuite, quelques jours seulement avant la libération de son petit village dans les Vosges, comme tous les hommes de ce village, il a été embarqué en Allemagne pour 2 jours réparer les voies ferrées de la gare de Karlsruhe dans le Bade-Württemberg qui étaient de nuit bombardées par les Alliés. Quant à mon père, il a dû, comme les hommes de sa génération, faire la guerre en Algérie en 1961 et 1962, et j'ai un certain nombre de documents qui datent de cette époque. Ces différents documents contraignent beaucoup plus le travail d'écriture que simplement des souvenirs. C'est une matière qui résiste effectivement, et donc il y a un devoir de précision qui s'est imposé à moi. Et ce qui m'intéressait dans le traitement de l'ensemble de ces documents, c'était d'analyser la situation singulière de chacune de ces générations de Badonnel qui m'avaient précédé, et qui avaient connu une expérience commune, celle d'avoir passé l'essentiel de leur vie dans un même petit village des Vosges qui s'appelle Granges, sur la vallée de la Vologne, non loin de Gérardmer, donc dans une région de montagne et une région frontalière, une région rurale et marquée par une culture industrielle, notamment les industries du bois et celle du textile. Donc un enracinement fort, une identité forte, et à l'occasion de ces différents conflits, l'expérience d'un déracinement forcé, d'une ouverture sur le monde, dans les conditions les plus difficiles, celles de la guerre, avant de revenir au pays, mais avec une vision du monde peut-être transformée, sans doute plus ouverte. Et ce qui m'a intéressé, c'est de m'interroger du coup sur ce rapport à l'identité pour chacune des générations, le rapport à l'identité nationale de chacune de ces générations, le regard que chacune d'entre elles a pu porter sur les conflits auxquels elle a participé, et peut-être ce qu'il m'en reste à moi aujourd'hui en m'interrogeant sur ma propre identité et ma sensibilité. Alors vous avez dit beaucoup de choses sur ce livre en répondant à ma première question, mais on va revenir sur beaucoup des éléments que vous avez évoqués. D'abord, je voudrais qu'on revienne sur cette petite valise, parce qu'effectivement, ce livre, il part de documents. Et en fait, c'est ce qui est très différent de votre premier livre. Il part de documents et il part d'une petite mallette que vous remet votre grand-père et non pas votre père. Et vous dites dans le livre, « Mon grand-père avait conscience que ses photographies sépia, ses papiers officiels et ses correspondances diverses revêtaient une dimension historique, que ce qu'il livrait comme information excédait la seule vie de ses aïeux et qu'il témoignait plus largement d'une époque, d'une géographie, peut-être d'une sociologie, d'une certaine France. » Et ça, je voudrais savoir effectivement si dans ce livre, c'est ça que vous aviez aussi envie de faire, c'est-à-dire parler aussi de cette époque, de cette France, de cette histoire de France. Oui, c'est ça qui m'intéressait effectivement. Alors ces documents, c'est des documents comme chacun d'entre nous sans doute en a dans sa famille, mais dans cette famille, finalement, il y avait un intérêt pour l'écrit peut-être plus important que dans d'autres familles, et un vague carnet de guerre des années 1881, finalement, s'est retrouvé transmis d'une génération à une autre, c'est quand même un petit miracle de la transmission. Ces documents, ces photos, ces papiers administratifs, c'est finalement le petit trésor des familles qui n'ont pas de patrimoine. Ce qui m'intéressait, c'était, à travers l'analyse de ces documents, leur remise en contexte, leur interprétation, la tentative de
de saisir quels pouvaient être les ressorts psychologiques de ceux qui étaient mentionnés sur ces documents, c'est finalement de faire une tentative de micro-histoire, d'analyse micro-historique des grands événements du temps. Alors ça commence par exemple en 1881 avec le fait que mon arrière-arrière-grand-père, Adrien Badonnel, part faire la conquête de la Tunisie, alors que le président du Conseil, le Premier ministre de l'époque, est le député du coin, à savoir Jules Ferry. Et donc, dans mes études, j'ai eu à faire un mémoire de sciences politiques sur Jules Ferry, et notamment sur la façon dont fonctionnait son système électoral au niveau local. L'idéologie des républicains de l'époque de Jules Ferry ou de Léon Gambetta était qualifiée d'opportuniste. Le terme n'avait pas nécessairement la dimension péjorative qu'il a aujourd'hui. Opportuné en latin, ça signifie ce qui vient au bon moment. Et une politique opportuniste, c'était la volonté de faire des réformes au fur et à mesure que l'opinion publique y était préparée. Ce qui pose problème puisque les sondages d'opinion n'ont été inventés que dans les années 1920. Et donc, j'avais essayé d'analyser dans ces travaux d'étudiants comment Jules Ferry travaillait son opinion publique dans sa circonscription et dans son canton comme député des Vosges et comme président du Conseil général. Et ce que ces travaux montraient, c'était l'invention de la politique moderne, avec la fin de l'achat des voix, comme sous le Second Empire, une administration relativement neutre, peut-être plus que parfois aujourd'hui, et le fait d'avoir du personnel politique avec des collaborateurs d'élus sur place, le fait de créer des journaux d'opinion sur place, le fait d'organiser des tournées électorales, le fait d'avoir des réseaux de notables et d'élus, notamment il était très, très soutenu par le patronat, puisque Jules Ferry, sous le Second Empire, s'était opposé à l'accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne et le patronat vosgien lui en était reconnaissant. Et donc, il y a fort à parier qu'avec toutes ces tournées électorales, ces journaux, etc., mon arrière-arrière-grand-père a au moins une fois rencontré Jules Ferry, qui était le député du coin et le conseiller général du canton d'à côté. Et donc, ce qui me semblait intéressant, c'était d'analyser la façon dont s'est passée la conquête de la Tunisie, qui était quand même une sale affaire de la France, et la façon dont la relate mon arrière-arrière-grand-père dans son carnet de guerre. Une sale affaire de la France, pourquoi ? Parce que la France venait d'achever la colonisation de l'Algérie avec la conquête de la Grande Kabylie en 1857. Et Jules Ferry a prétexté de la présence de rebelles Kroumir à la frontière tunisienne pour engager une action de police internationale qui s'est avérée être une guerre de conquête éclair avec la mise sous tutelle du bey de Tunis. Et dans ses travaux, dans ses écrits, mon arrière-arrière-grand-père, lui, ne voit pas du tout de malice à tout ça. En fait, il ne s'interroge pas du tout sur les ressorts de ce conflit. Alors, il avait une très jolie calligraphie, une orthographe presque parfaite, mais formé à l'école des pairs avant la Troisième République, il n'a pas encore l'esprit critique. Et donc, ce qu'il écrit sur ses carnets de guerre, ce sont des faits bruts, sans doute pas si intéressants que ça, mais des faits bruts. Voilà. Alors que, quand on passe à la génération d'après, avec mon arrière-grand-père Armand Badonnel, qui a fait les différents combats de la guerre 14-18 et qui, lui, a été formé à l'école de la Troisième République, on voit une vraie sensibilité, des réflexions personnelles, des émotions, des petits effets rhétoriques, un peu d'humour. On voit qu'on est passé à un niveau de développement intellectuel qui, en une génération, s'est considérablement accru. Mais ça, c'est très beau dans le livre, parce que ce carnet d'Adrien, donc de votre arrière-arrière-grand-père, il y en a des extraits, et il est totalement factuel. C'est vraiment genre la cargaison, enfin la garnison va de là à là. C'est absolument pas ni émotionnel, ni même, il n'y a aucune analyse, enfin c'est totalement factuel. Et ça, ce qui est très beau dans le livre, c'est que vous essayez en fait de vous mettre à sa place, d'essayer de comprendre ou de ressentir qu'est-ce qu'il pouvait penser à ce moment-là par rapport aussi à son contexte historique. Et ça, c'est quelque chose que vous faites un peu avec tous les personnages, mais qui est évidemment encore plus difficile à faire avec Adrien, parce que c'est le plus éloigné de nous dans le temps. Et ça, est-ce que quand même c'est quelque chose que vous avez fait spontanément ? Est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu...
pas le droit de faire ça, ou est-ce que vous vous dites finalement les pistes que j'aborde, elles sont peut-être pas les bonnes? Alors c'est une vraie question que j'évoque de nouveau à la fin du livre. C'est la difficulté de toute approche mémorielle finalement. Quand on commémore un événement, finalement, la commémoration, on dit souvent plus sur celui qui commémore que sur ce qui est commémoré. Et donc il y a toujours le risque, finalement, quand on relate des éléments du passé, qu'on les met en avant et qu'on essaie de les interpréter, d'en dire plus sur soi que sur celui dont on veut raconter l'histoire. Parce que notamment, ce carnet, il s'arrête à un moment donné. Et vous imaginez pourquoi il s'arrête. Il est rempli d'un tiers, donc on peut imaginer qu'il aurait pu continuer. Et en fait, le carnet est coupé. Et là, vous allez carrément dans des propositions d'explication. J'ai une vraie hypothèse, mais l'auteur a tous les droits. Et alors, mon hypothèse, c'est qu'il tombe malade. Ouais. Il tombe malade parce que, en fait, il y a de gros problèmes de maladies contagieuses liées à l'eau, et en fait, c'est l'hécatombe dans l'armée française en Tunisie pendant ce combat. Il y a eu beaucoup de malades et des morts du côté français pendant cette conquête de la Tunisie, mais très peu du fait de combats, plutôt du fait de maladies. Et effectivement, il relate, mon arrière-arrière-grand-père, dans son carnet, la croissance du nombre de malades, et à un moment donné, il arrête de compter, il arrête d'écrire. Donc, mon hypothèse, qui me semble assez probable, c'est que lui-même soit tombé malade. Alors avant d'aller plus loin, même si on est allé plus loin que je ne pensais avant de vous faire lire un extrait, j'aimerais beaucoup que vous nous lisiez un extrait qui est dans le tout début du livre, mais qui donne à entendre un peu votre voix d'écrivain. Mon père, son propre père, son grand-père paternel et le père de celui-ci ont tous vécu dans l'actuelle région Grand Est, en Lorraine, dans le département et sur le massif des Vosges, au fond d'une même vallée et dans cette petite ville, Granges sur Vologne depuis 1917 et aujourd'hui Granges au Monzé. Leurs aïeux les plus lointains sont nés là ou dans des hameaux proches dans un rayon de moins de 15 km. Une lignée de Badonnel est enracinée dans ce terroir. Ce nom est gravé en lettres d'or sur les monuments aux morts. Mon regard le voit partout dans les cimetières. Cependant, mon père, son grand-père paternel et le père de celui-ci ont tous fait l'expérience durant leur existence d'un dépaysement radical et forcé, un exil en raison de la guerre, des guerres. Tous sont ensuite revenus au pays, conscients de leurs attaches, amoureux de leur petite patrie, changés par l'éloignement, la rupture des liens affectifs et le traumatisme du conflit, un peu mélancolique aussi. Je suis le premier à être parti par temps de paix et à n'être pas rentré, le seul à avoir fait ma vie ailleurs, à être monté à Paris, comme on dit. Je suis le premier, en outre, à avoir autant voyagé. 4 générations de Badonnel ont découvert le monde avant moi, un pan du monde en tout cas. C'était avant le tourisme de masse, avant la globalisation des échanges, quand bien même il y avait déjà des mouvements internationaux de personnes et de marchandises, y compris dans ce fond de vallée. Quelle pouvait être la perception des miens sur la marche du monde? Ces dernières années, l'identité est devenue en France un enjeu politique. L'affirmation d'une identité nationale, notion floue, a servi de palliatif à l'affaiblissement de l'État et, au sein de la société, à la montée de revendications communautaires. Je me demande souvent ce qui, dans mon éducation, me prémunit à coup sûr contre la tentation de ces discours sans grand fondement et souvent réactionnaires. Mes aïeux y auraient-ils été plus sensibles? Je ne le pense pas. C'est un peu leur, notre identité que je vais décrire ici. À ce que j'en ai saisi, elle est aussi profondément ancrée, couverte sur le grand large. Cette histoire, la leur, la nôtre, j'en ai l'intuition, dit quelque chose de plus général sur notre pays et sur sa résilience. Alors, j'aimerais, à partir de ce passage, qu'on revienne sur cette question d'identité que vous avez évoquée, qui effectivement, je pense, a été extrêmement mal posée dans les discussions politiques ces dernières années. Et je voudrais vous citer sur un autre petit passage du livre où vous dites « Partir puis revenir, jusqu'où sommes-nous allés le plus loin de nous-mêmes pour trouver, retrouver, devenir ce que nous sommes ?» C'est cette expérience que je vais relater ici. Au fond, la question de l'identité ne relève pas seulement de la géographie, c'est une affaire de rencontres et de sentiments, peut-être une histoire d'amour. Alors, c'est quoi cette identité dont vous parlez? Alors, il y a plusieurs dimensions. Ce livre, c'est
un des nombreux livres du confinement, même s'il n'en est pas vraiment question. Et donc, pendant ce temps du premier confinement, du printemps 2020, j'ai trouvé pendant mes temps libres intéressant de voyager dans le temps, en évoquant ces différentes générations, puis de voyager dans l'espace, en retournant dans les Vosges par l'écriture, et puis dans les différents pays traversés par mes différentes générations d'aïeux. Mais un questionnement sur la construction d'une identité liée à un enracinement, un déracinement forcé, un retour au pays, invite nécessairement à s'interroger sur sa propre identité, c'est-à-dire ce qui reste de ce que les autres ont transmis et en quoi ce que nous sommes devenus nous-mêmes est peut-être un peu différent. Tout voyage est aussi un voyage intérieur. Et donc, il y a en creux, dans ce récit, aussi l'explication de toute ma quête personnelle, avec des éléments plus personnels qui sont mis en avant, liés à ma vie affective, à mes recherches intellectuelles ou spirituelles, et qui sont évoquées dans le livre. Alors certes, mais quand même, cette quête d'identité, vous la démarrez par quelque chose de très scientifique, c'est-à-dire vous faites ce fameux test ADN, c'est-à-dire la petite trace de salive qu'on envoie par la poste aux États-Unis et nous revient le pourcentage de... Et là, vous vous apercevez que vous êtes un viking. Je pense que ça, c'est bien que vous nous expliquiez pourquoi vous êtes un viking. Oui. Alors, quand j'ai écrit le livre, j'ai utilisé le mot écouvillon en me disant, mais est-ce que les lecteurs sauront ce que ça veut dire ? C'est vrai. Bon, maintenant, tout le monde sait ce qu'est un écouvillon. Effectivement, dans l'exploration de l'identité personnelle, le degré zéro, peut-être, c'est d'abord la recherche génétique. Et donc, j'ai fait un test génétique où on commande en ligne un kit avec l'écouvillon qu'on renvoie après par courrier quelque part aux États-Unis, dans le Texas, et puis on reçoit les résultats par Internet. Vu ce que je savais de l'histoire de ma famille, je m'imaginais d'origine française, alors je me dis peut-être qu'on va dire que c'est vaguement germanique, vu comme c'était dans une région frontalière, et puis je savais que j'avais diverses ascendances italiennes aussi, donc j'imaginais un mélange comme ça entre l'univers rhénan et l'univers transalpin. Et là, patatras, en recevant les résultats, je découvre que la première composante, mais important, un tiers, c'est une composante scandinave, donc je suis donc un viking. Alors je trouve que, je ne sais pas ce que vaut scientifiquement tout ça, je n'ai aucune culture scientifique de ce type, mais je trouve que la démarche est quand même intéressante parce que on a tous nos propres projections sur ce que peuvent être nos origines, et à l'épreuve de cette expérience, on se rend compte que la réalité est peut-être très très différente. Et donc peut-être que la réalité de nos origines est moins dans la pigmentation de notre peau, la couleur de nos cheveux ou de nos yeux, que fondamentalement dans l'histoire collective dont nous sommes le produit et dans les valeurs qui ont été transmises par nos aïeux, et notamment par nos parents, à l'évocation des différentes étapes de cette histoire. Et pour moi, l'identité, c'est d'abord ça, notamment l'identité au sens politique. C'est un corps de principes partagés auxquels on se réfère et qui permettent à un groupe de se souder. Et cette petite expérience, pas très sérieuse à mes yeux, de test génétique, je pense, rappelle à l'essentiel. L'essentiel, ce sont les valeurs. Ça vous a permis quand même de gagner un arrière-petit-cousin norvégien. Oui, alors évidemment, j'ai poursuivi les recherches parce que donc, ce site en ligne, auquel je ne veux pas trop faire une publicité, vous met en contact avec d'autres personnes qui ont fait le test et qui ont beaucoup de gènes en commun avec vous, en vous les présentant comme des arrière-petits-cousins, en vous donnant des noms. Et parce qu'ils ont accepté que le nom soit partagé. Et donc, finalement, sur un moteur de recherche et sur un réseau social, je suis tombé sur le site d'un arrière-petit-cousin. Alors, c'était assez troublant parce que c'était dans une région en Norvège que j'avais visité quelques années auparavant et dont je me souvenais très bien, dans la région de Bergen, dans les fjords norvégiens. Et avec la tête de cet arrière-petit-cousin, on essaie de deviner finalement de quel côté de la famille il pourrait ressembler.
Et c'est un peu compliqué. Bon, il avait la tête de quelqu'un qui manifestement avait bien profité de la vie, en tout cas, ce qui est plutôt un bon point. Alors cette question d'identité, elle est pour moi, en tout cas dans ce que vous nous racontez, très liée à la question de la mémoire. Et vous citez Augustin Hippone, Les Confessions, livre 11, qui parle de la mémoire comme du présent du passé. Et vous l'interprétez d'une manière un tout petit peu différente, mais assez proche, qui est la mémoire et ce qui est là, de ce qui a été et qui n'est plus. Elle est aussi un cadeau du passé. Et ça, j'aimerais bien que vous nous parliez de la mémoire, parce que c'est quand même quelque chose qui revient du premier livre aussi, qui vous a fait démarrer dans l'écriture. Et comment vous placez cette mémoire dans votre identité? Alors, mon interprétation de ce que écrit Saint-Augustin est très contestable, parce qu'il n'écrit évidemment pas en français, mais en latin. Et donc, le jeu de mots qu'on peut faire sur le présent du passé, c'est-à-dire l'actualité du passé et le cadeau du passé, ne fonctionne pas en latin. Je relate une scène dans le livre qui se passe dans une librairie lors de la présentation du précédent livre. Et c'est à ce moment-là que je cite Saint-Augustin, parce que au moment où la libraire m'interroge sur Saint-Augustin en ne le citant pas explicitement, j'ai mon ex qui apparaît dans la salle parmi l'assistance qui participe à la conférence. Et donc il y a une sorte de télescopage des choses qui est un peu perturbante, et j'essaie de rester concentré sur mon propos malgré tout. Oui, qu'est-ce que c'est que la mémoire? La mémoire, il y a fait de mémoire quand le présent s'ordonnance en fonction d'une expérience vécue antérieurement. Il y a plusieurs formes de mémoire. La mémoire habitude, c'est l'écolier qui apprend ses leçons par la répétition. Il y a la mémoire affective, c'est-à-dire telle sensation qui convoque nécessairement un souvenir, c'est la Madeleine de Proust. Et puis il y a la mémoire souvenir qui est, selon Bergson, l'exercice même de la conscience, c'est-à-dire le fait que la conscience convoque des éléments du passé qui, du coup, deviennent pleinement présents. Et effectivement, je pense que l'action de la mémoire, c'est l'action pleine de la conscience. C'est-à-dire, être pleinement conscient, c'est s'inscrire dans le temps présent, mais aussi être pleinement conscient des connexions avec d'autres éléments du passé qui ont précédé. Et c'est ce sorte de télescopage des temporalités qui, dans une expérience du temps présent, et en étant tourné vers l'avenir, donne toute sa densité à la vie, me semble-t-il. Voilà. Et l'écriture, c'est aussi un moyen peut-être de réconcilier les éléments du passé avec le présent et avec les questionnements qu'on se pose pour le futur, parce que ces livres, me semble-t-il, cherchent à chaque fois à ne pas être nostalgiques. C'est des questions pour le présent, pour la façon de conduire sa vie, fondamentalement, que je veux poser. Le premier livre, ça pose la question des liens que nous conservons avec ceux que nous avons aimés et qui ne sont plus là. Et il me semble que le souvenir, c'est un moyen de les garder pleinement présents parmi nous. Et puis ce deuxième livre sur l'identité vise à tordre le cou à des débats parfois convenus ou démagogiques sur l'identité nationale et à introduire un peu de complexité et de nuance dans tout ça. Et donc dans ce livre, on retrouve donc à la fois effectivement c'est un récit du passé, mais c'est aussi quelque part vous dévoilez sur le présent. Il y a notamment des passages, c'est très bon en termes de style, où on passe au tutoiement quand vous vous adressez justement à cette personne aimée avec qui vous ne vivez plus. Et c'est aussi un voyage. Et c'est un voyage dans différents pays liés à vos ancêtres, mais c'est aussi un récit de voyage de vos voyages, des pays que vous avez visités. Et ça, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la mémoire aussi? Est-ce que c'est votre lien aussi avec cette famille, le fait de voyager? Alors, oui, le voyage, c'est quand même une des belles expériences de la vie. Et effectivement, dans la vie de mes ancêtres, il n'y a pas eu 36 grands voyages. Et souvent, le grand voyage, ça a été celui fait à l'occasion
de la guerre et qui était constitutif d'un élément fort de leur identité qui est l'ouverture sur le monde. Ce qui m'a conduit à me poser la question de jusqu'où es-tu allé le plus loin de toi-même pour devenir celui que tu es. Alors la question prend d'abord un sens géographique. Où suis-je allé le plus loin? Alors j'évoque un certain nombre de lieux, notamment l'Afrique du Sud, avec le Cap des Aiguilles, au-delà du Cap des Bonnes Espérances. C'est sans doute pas l'endroit en nombre de kilomètres où je suis allé le plus loin, mais symboliquement c'est un bout du monde. Ouais. Et c'est un très très bel endroit. Et donc j'évoque celui-là, mais il y a plein d'autres voyages qu'on peut faire ensemble, des voyages plus intérieurs. J'évoque de séjours dans des monastères parmi les moines. Voilà, ça peut sembler être l'inverse du voyage, mais c'est un voyage aussi très dense. Ou des pays communs avec vos ancêtres que vous avez visités. Et alors, ce qui est troublant, effectivement, quand on analyse les voyages des différentes générations, c'est que il y a des lieux qui reviennent. Alors on va peut-être juste les rappeler parce que comme personne, je pense, n'a encore lu le livre. Et le livre est organisé comme ça, donc c'est intéressant aussi sur l'architecture littéraire que vous avez imaginée, c'est-à-dire que votre arrière-grand-père Adrien, il va à Kairouan en Tunisie. Armand, l'arrière-grand-père, il va à Verdun, donc lui il reste en France. Gaston, le grand-père, il va à Karlsruhe, je ne sais pas si je le prononce bien, en Allemagne. Et André, votre père, il va à Ouedzour, en Algérie. Alors, c'est que des voyages forcés, on l'a dit, pour des raisons de guerre, mais c'est vrai que ça reprend aussi des voyages que vous avez fait, vous, pour des raisons plus de divertissement. Oui, et ce qui est troublant, c'est que parfois, il y a des incidents qui se reproduisent. La maladie infectieuse de mon arrière-arrière-grand-père, mon père en est aussi victime. Mon père prend un paquebot pour partir en Algérie, qui est le même que l'une de ses tantes a pris quelques années auparavant. Enfin, il y a tout un tas d'événements comme ça qui se reproduisent. Mon arrière-grand-père fait Verdun, mon père fait une partie de son service militaire à Verdun, moi-même je fais une manœuvre de char à Verdun. Enfin, il y a des lieux comme ça qui reviennent. Alors, on pourrait y voir une synchronicité jungienne, mais de façon plus prosaïque, c'est aussi les invariants de la guerre, où il y a des lieux qui reviennent quand même souvent dans les guerres franco-allemandes ou dans les guerres de colonisation ou de décolonisation. Et puis il y a des expériences malheureuses en temps de guerre qui se reproduisent souvent d'une génération à l'autre. Mais effectivement, reconstituer le parcours de mes aïeux et en même temps évoquer mes propres souvenirs dans ces mêmes lieux, ça crée une proximité finalement avec eux et ça rend ce que je peux imaginer de l'expérience qu'ils ont eue de ces lieux plus sensible. Alors on va pas tout vous raconter, mais il y a énormément de choses dans ce livre. Mais je vais choisir du coup un des personnages, qui est votre grand-père Gaston. Et je le choisis parce que j'aimerais que vous nous parliez quand même de cette question du secret de famille. Parce que finalement, dans cette enquête, vous allez découvrir des choses que vous ne saviez pas sur Gaston. Son œil de verre, enfin, je vous laisse oui. Alors mon grand-père Gaston, évidemment je l'ai connu et en écrivant sur lui, je l'ai un peu réhabilité. C'est d'autant plus étonnant parce que c'est peut-être celui que vous connaissez le mieux des personnages, enfin avec votre père, j'imagine, mais quelque part on sent que c'est celui qui vous a transmis la mallette et dont vous êtes très proche. Et finalement, c'est celui dont on a l'impression que vous découvrez le plus de choses. Oui. Alors, je l'ai un peu réhabilité en écrivant sur lui. Parce que c'était un homme qui n'était sans doute pas très heureux en ménage, et avec ma grand-mère qui n'était pas facile, et c'est un euphémisme. Et en fait, j'ai découvert toute la complexité de cet homme en essayant de reconstituer sa psychologie, en écrivant sur lui. Alors, il a une difficulté dans la vie, c'est qu'il naît bien avant le mariage de ses parents. Ça, c'est la première chose. C'est son premier traumatisme qui l'a conduit très longtemps à cacher le livret de famille. Parce qu'il est né en 1913 et ses parents ne se marient qu'en 1916. Alors, en 1913, mon arrière-arrière-grand-père était déjà sous les drapeaux. Donc, tout ça était peut-être compliqué. Mon interprétation sur la date du mariage, c'est que les parents de mon arrière-arrière-grand-mère, Hélène Badonnel, le sosie de Marie Curie, était sans doute hostile à cette union, et donc il avait fallu attendre qu'elle atteigne sa majorité à 21 ans pour pouvoir épouser celui qui lui avait fait un enfant.
Et c'est donc seulement à partir du mariage, 3 ans après la naissance de mon grand-père, que l'enfant est légitimé. Ce qui fait que sur le livret de famille, il est écrit en très très gros caractères « légitimation ». Oui, voilà. Et mon grand-père a toujours considéré cela comme un traumatisme familial, et dans l'évocation rare vis-à-vis de moi, mais plus fréquente auprès de mon père, de ses relations avec ses parents, on sentait qu'il y avait un besoin d'affection qui n'avait pas été reconnu suffisamment tôt. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément fort qui, me semble-t-il, explique plein de ces traits de caractère qui, adolescent, m'exaspéraient. Je veux dire, côté un peu ramenard, tout ça. Voilà. Et voilà, c'est quelqu'un qui avait besoin de s'affirmer parce que fondamentalement, sans doute, à tort ou à raison, il avait manqué d'amour. Et l'autre élément important dans la vie de mon grand-père Gaston Badonnel, c'est qu'il fait tout un tas de petits boulots à Granges, donc dans les Vosges, dans les années 20-30. Il ne fait pas vraiment le travail qu'il aurait souhaité faire, c'est-à-dire réparer des voitures, parce que sans doute il n'y avait pas assez de travail pour ça dans ce secteur géographique très, très enclavé. Et donc il fait des petits boulots, et notamment il travaille dans une carrière de granit où il taille des pavés. Enfin, il y a beaucoup de pavés de granit qui viennent de carrières des Vosges de cette époque-là, et notamment en région parisienne. Et il a un accident du travail qui lui crève un œil, un éclat de quartz dans l'œil. Voilà, il perd un œil. Il avait donc un œil de verre. Pour nous qui l'avons toujours connu, on savait qu'il avait un œil de verre, mais c'était très difficile de distinguer lequel des yeux était blessé ou pas. Et il n'en parlait jamais. Il n'en parlait jamais. Il a gardé précieusement tous les papiers, mais aucun là-dessus. Voilà. Et donc, à travers l'analyse d'un certain nombre de documents, notamment militaires, notamment les différents conseils de révision successifs, j'ai pu à peu près dater la date de l'accident, puisque un premier conseil de révision le considère comme apte au service national, et moins d'un an après, un deuxième conseil de révision le considère comme inapte définitivement. Puis après, comme le conflit se rapproche, même si la décision est définitive, il y a encore 2 autres conseils de révision qui confirment la décision. Voilà, donc c'est un homme qui commençait sa vie finalement avec 2 traumatismes. Un traumatisme de la petite enfance. Il avait dû être considéré au village comme un bâtard. Et puis un traumatisme comme jeune adulte qui était que il avait perdu un œil, ce qui signifiait être mutilé, mais ce qui signifiait bien d'autres choses encore pour un homme de sa génération. Ça signifiait ne pas faire son service militaire. Donc d'une certaine manière, être mis un peu au banc de sa génération de conscrits et peut-être de sa communauté. Et puis les événements de la Seconde Guerre mondiale lui permettent finalement d'être réintégré dans cette communauté. Et ça, d'ailleurs, vous vouliez nous lire un passage sur Gaston qui tombe à point nommé puisqu'il est lié à cette réintégration. Oui. Alors on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 27 décembre 1943, peu après 18h, il faisait nuit et il neigeait lorsqu'une voiture s'est arrêtée devant l'épicerie des coopérateurs de l'Est, en face de la maison dans laquelle logeaient mes grands-parents. 2 hommes en sont sortis qui portaient un long manteau de cuir noir. Ils ont traversé la rue et frappé à la porte. Mon père, qui n'avait pas 6 ans, a assisté à la scène. En entrant dans l'appartement, l'un des hommes a regardé le sapin qui était décoré pour Noël. Il a lâché « Ein Weihnachtsbaum » en se tournant vers l'enfant. « Oh, un arbre de Noël !» Et aussitôt, il a ordonné à Gaston de prendre son manteau et de le suivre. Je conserve de mon grand-père une carte d'interné politique numéro 1 3 5 4 2 3 4 0, délivrée par le ministre des Anciens combattants et victimes de guerre et établie le 18 février 1963. Sur ce document, il est précisé que Gaston a été interné du 27 décembre 1943 au 30 mars 1944. Mon grand-père, en effet, après avoir été jugé, je présume, a passé 3 mois de sa vie en prison. À la Loge Blanche, à Épinal, il devait être une 40aine de détenus. Son crime ou son délit, il avait écouté les programmes de la BBC en langue française, les Français parlent au français. Son erreur,
ne pas avoir été suffisamment discret. Son voisin le plus proche l'avait dénoncé. Dans la nuit, à travers la cloison qui séparait les appartements, le collaborateur avait entendu l'indicatif musical popopopom. À la Libération, nul ne sait ce qu'il est advenu de lui. Ces 2 filles, elles, ont été tondues. Personne n'a jamais revu ces gens-là dans les parages. 3 brefs, suivis d'une longue. Les premières notes de la 5e symphonie de Beethoven introduisaient les émissions de Radio Londres. Pour le compositeur, ces notes étaient censées frapper les 4 coups du destin. S'agissant de mon grand-père, le destin venait de frapper d'un grand coup. Marcel devait être très inquiète pour son mari. Ne travaillant plus, elle devait aussi avoir des préoccupations matérielles, comment survivre et élever seule son enfant. Je me la représente fort bien, vêtue de sa plus belle robe, se rendre à la prison d'Épinal pour visiter son mari. Je subodore que dans ses propos, le soutien n'excluait pas les reproches. Je me suis toujours demandé quelle relation mes grands-parents ont entretenue avec leurs voisins lorsque mon grand-père a été libéré. Ne pas pouvoir dire les choses, se faire violence pour ne rien reprocher au dénonciateur, m'apparaît en quelque sorte comme une seconde incarcération. Alors je voudrais qu'on revienne encore un petit peu dans le passé, parce que ce qui est très beau aussi dans votre livre, c'est que même si vous dites finalement je réhabilite Gaston, vous ne cherchez pas à enjoliver les choses, vous ne cherchez pas à imaginer que vos ancêtres ont été des héros ou ont été formidables. Vous êtes assez juste sur le fait qu'ils pouvaient être peut-être racistes à une époque où on était raciste, avoir peur de l'autre, que leur opinion sur la colonisation ou la décolonisation était la leur. Et j'aimerais que vous nous redisiez, puisque vous l'avez évoqué au début, que vous nous reparliez de la manière dont vous parlez de Jules Ferry et comment vous le replacez dans son époque, et aussi comment vous parleriez de cette question de la décolonisation aujourd'hui, qui quand même est encore un sujet brûlant. Alors c'est un sujet super glissant, mais après tout, il n'y a rien de mieux qu'une petite polémique pour lancer un livre. C'est une question compliquée que celle de Jules Ferry. Moi, je suis un fils d'enseignant, très attaché à l'école publique, l'école de la République. Mon père a été inspecteur départemental de l'éducation nationale dans la ville de Jules Ferry, Saint-Dié-des-Vosges. Donc vous imaginez la figure totémique que peut représenter dans mon univers familial Jules Ferry. D'ailleurs, j'ai été amené à faire un travail personnel sur Jules Ferry dans un cadre universitaire, je l'ai dit, ça montre que déjà je commençais à travailler sur cet héritage familial très jeune. Moi, je considère que Jules Ferry est un des grands noms de la République. Je suis fasciné par cet homme politique qui, avant même de s'engager dans la politique, en 1869, fait un grand discours dans lequel il dit que dans une vie politique, on ne peut pas tout faire, qu'il faut choisir son terrain d'action, que pour sa part, ce sera l'instruction publique, et qui décrit les grandes étapes de ce qu'il fera, et qu'il les fera effectivement. Je trouve que c'est une leçon admirable pour bien des générations de décideurs politiques, peut-être aujourd'hui. Et en même temps, il y a une part d'ombre, effectivement, dans l'action de Jules Ferry. On a fêté les 150, on a célébré les 150 ans de la Commune. Son action pendant la Commune peut être diversement interprétée, je peux le concevoir. Évidemment, son action lors de la colonisation de la Tunisie, du Tonkin et de l'Algérie est aussi l'objet de beaucoup de critiques. Je pense que pour un observateur aujourd'hui, il est impossible de justifier la politique coloniale. Dans le contexte de l'époque, ça s'intégrait dans diverses dimensions, des dimensions de développement économique pour la France, de positionnement stratégique par rapport aux alliés de la France et aux ennemis de la France, une conception contestée par d'autres républicains d'une préparation de la réhabilitation de la France après l'échec de 1870 et dans la perspective de ce qui allait être le premier conflit national, et puis aussi sans doute une vision humaniste, une responsabilité des pays développés à destination des pays qui sont les moins développés. Mais fondamentalement, j'évoque aussi que l'idéologie républicaine de ces grands humanistes fondateurs de la Troisième République était fondée sur la science, notamment sur une certaine conception à l'époque de l'anthropologie, qui établissait une hiérarchisation entre les êtres vivants et au sein des humains, une hiérarchie aussi entre ce qu'on considérait à l'époque comme des races,
Alors évidemment, l'anthropologie s'est radicalement éloignée de tout cela depuis, heureusement. À l'époque, mais le fond culturel dans lequel on était, c'est vraiment ça. Les crânes, ouais. On voit ça très bien au Musée de l'Homme. Ouais. Enfin, c'est un peu glaçant pour nous, évidemment. Et donc c'était l'idéologie des hommes de progrès de cette époque-là, qui, avec notre regard d'aujourd'hui, effectivement, n'a plus rien à voir avec notre conception du monde. Donc sans doute mon arrière-arrière-grand-père Adrien, formé à l'école des pairs avec pas beaucoup d'esprit critique, qui part faire la conquête de Tunisie, a l'impression de servir la France, et quand il voit un rebelle tunisien qui tire sur l'armée, peut-être le seul fait de guerre qu'il relate vraiment dans son carnet, il le qualifie de fanatique, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de distance critique sur ce qui est en train de se jouer. Mais quand, bien des années après, mon père est amené à partir en Algérie, lui sait très bien que c'est une sale affaire qui l'attend, et il a un discours d'emblée très critique sur la position de la France en Algérie. Alors ce livre, comme tout le monde l'aura entendu, il est très empreint d'histoire et c'est quelque chose qui vous passionne, mais il est aussi empreint de littérature. Vous citez beaucoup d'auteurs, de mémoire, Pierre Loti, Maurice Genevoix, et vous comparez même certains des personnages de votre famille à des personnages d'auteurs, notamment avec des personnages de Proust. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu comme ça de votre univers littéraire, oui, bien sûr, que vous évoquez, ou d'autres, bien sûr, qui vous inspirent? Alors il y a plein d'auteurs qui me plaisent. Enfin, c'est toujours le problème des lecteurs compulsifs, mais vous connaissez ça. L'un de mes très grands auteurs, c'est Claude Simon. Oui, vous citez d'ailleurs aussi. Claude Simon, il est sans doute pas connu des générations les plus jeunes, et puis c'est pas nécessairement un auteur très facile à lire, mais c'est un auteur qui, notamment dans l'Acacia et dans La Route des Flandres, a évoqué le destin de ses aïeux sur plusieurs générations qui ont combattu sur les mêmes théâtres d'opération, notamment à l'époque napoléonienne. Et donc je trouvais que le clin d'œil avec Claude Simon allait de soi. En toute modestie, bien sûr. Alors je cite aussi d'autres auteurs qui ne sont pas du tout politiquement corrects, mais que j'apprécie beaucoup. Maurice Barrès. Maurice Barrès, alors c'est un auteur qui s'en le souffre aujourd'hui, parce que c'est un auteur nationaliste, et peut-être que le mot est un peu faible. C'est un auteur antisémite et anti-Dreyfusard qui, après, a tout de même reconnu qu'il s'était trompé sur Dreyfus, et qui est un auteur d'origine vosgienne qui a inventé la notion d'enracinement. Parce que dans la trilogie de l'énergie nationale, le premier tome s'appelle Les Déracinés, où il raconte l'histoire d'un jeune Vosgien qui devient parlementaire républicain opportuniste à Paris, et qui, devenant un parvenu, cesse d'être finalement un révolutionnaire pour devenir un conservateur lié au milieu économique. Et Maurice Barrès, c'est une plume très très lyrique, mais avec un regard aussi très critique sur la vie politique qui est assez intéressant. Et donc je cite aussi effectivement Maurice Barrès. Je cite à plusieurs reprises également Victor Hugo, parce qu'il y a certains personnages secondaires dont des épisodes de la vie évoquent Victor Hugo. Je parle notamment de l'un de mes arrière-grand-père également, pas de la lignée Badonel, d'une lignée Bertolin, qui vient d'Italie, et qui, comme le personnage de Jean Valjean, finalement, change d'identité à travers la traversée des Alpes, comme Jean Valjean après avoir rencontré Monseigneur Bienvenu à Digne. Et donc voilà, donc je cite aussi cet auteur-là. Voilà, je cite Maurice Genevoix également sur la Première Guerre mondiale, parce que c'était un auteur qui comptait plus pour mon père que pour moi. Voilà en gros quelques auteurs effectivement que je cite. Alors peut-être pour finir, parce qu'on arrive presque au bout, pas complètement, j'aimerais que vous nous parliez de votre père, qui est finalement le personnage le plus proche de vous, et que vous décrivez dans le livre peut-être avec autant de mystère ou de découverte que les autres. Donc comment on écrit cette partie-là sur la descendance la plus proche,
qui va pouvoir se lire ou qui va être lu aussi par... Alors quand j'avais sorti le premier livre, alors que la mémoire s'efface, beaucoup m'avaient dit mais ton père est finalement assez absent du livre. Mais j'avais déjà dans l'esprit le projet d'écrire un livre sur la lignée d'hommes et de parler de mon père à qui ce livre est dédié. Alors je ne raconte pas tout de la vie de mon père, je raconte essentiellement ce moment du déracinement forcé, du retour à la vie normale. J'ai pas trouvé ça très difficile à faire, effectivement, que de parler de lui. D'ailleurs, on a beaucoup échangé lors de l'écriture pour tester différentes hypothèses. C'est la vie d'un jeune instituteur qui se retrouve en Kabylie, puis dans les Aurès, puis autour d'Alger, puis de nouveau en Kabylie avant d'être rapatrié, qui a la chance de faire la guerre d'Algérie sans vraiment porter les armes, puisqu'il est chargé de faire l'école aux indigènes musulmans, dans une école de brousse, dans une cour en terre battue, sous le soleil. Donc ça signifie quand même qu'un siècle après la conquête de la Grande Kabylie, il n'y avait pas d'école digne de ce nom en Kabylie dans tous les villages. Et puis après, qui est chargé de mission d'intendance. Et finalement, ce goût des voyages, je le tiens essentiellement de mon père, qui est le premier homme de cette lignée de Badonnel à avoir voyagé, alors surtout en Europe, mais très vite, et dans des conditions d'inconfort que moi je n'ai pas eu à connaître. C'était une époque où, les années 60 ou 70, où vous pouvez traverser l'Europe en hiver en Vespa. Voilà, donc on allait à Berlin, Vespa en hiver, voilà, on n'arrive pas à trop s'imaginer aujourd'hui. Non, c'est un peu différent de mes conditions de voyage. Voilà. Et effectivement, je pense que ce goût du voyage, ce goût de la géographie, ce goût de l'histoire, je le dois pour beaucoup à mon père. Voilà. Mon père nous a élevés effectivement en nous faisant visiter régulièrement les différents lieux de mémoire. Quand nous voyagions et que nous traversions par exemple de nuit Lyon en voiture, ma mère nous réveillait et mon père nous disait le Rhône à Lyon. Voilà, l'éducation qui était la mienne. Et donc effectivement, je pense que dans beaucoup de choses que je décris, l'attachement au lieu, le raccrochement de ces lieux à une histoire, etc., il y a peut-être tout le fruit de cette éducation paternelle. Alors pour finir, peut-être une double dernière question. La première qui serait, est-ce que vous avez un autre projet de livre après celui-là ? Et pour finir, j'aimerais pour conclure que vous évoquiez la manière dont vous voyagez, ou en tout cas vous voyagez avec votre ex-compagne et où vous vous envoyez des cartes postales, parce que j'aime beaucoup cette anecdote. Alors, j'ai écrit un troisième manuscrit qui est déjà dans les mains de l'éditeur, on verra comment il l'accueille, qui n'est pas un récit mais qui est un essai. Voilà. Alors déjà, j'hésite parfois dans le genre entre les livres parce que je trouve que raconter une histoire, c'est l'occasion de se poser des questions. Et donc j'avais envie de prolonger cela sans me répéter dans le genre en testant l'essai. Voilà. Et alors effectivement, j'évoque dans le livre mon ex, et la question du genre d'ailleurs se pose. Et l'une des charmantes habitudes qui avaient été prises, c'était de s'envoyer des cartes postales des lieux où on partait ensemble. Voilà. Ce qui me permet, après, comme matériau pour écrire, d'avoir des traces très précises avec les lieux et les dates. Enfin, ça dépend, parce qu'il y a une carte postale qui n'arrive pas tout de suite. Alors, il y a une carte... Il y a une carte de vœux sous enveloppe qui est postée avec les timbres d'une carte postale et qui arrive plus de 6 mois après. C'est la carte qui vient justement du bout du monde, du Cap des Aiguilles, en Afrique du Sud. Merci beaucoup, Merci Badonnel, beaucoup. et je vous invite tous à lire ce livre, Le courage des miens, aux éditions Le Bord de l'eau. Merci beaucoup.